Nous allons voir dans cette vidéo comment on peut reconstituer l'histoire d'une chaîne de montagnes à partir d'indices retrouvés sur le terrain. Grâce à ces indices, on sait qu'avant qu'une chaîne de montagnes ne se forme, il existait auparavant un océan. Et nous voici ici avant même que cet océan se forme. On se trouve sur une plaque lithosphérique continentale formée de la croûte continentale et du manteau lithosphérique. Cette plaque et cette croûte a subi un étirement. Des failles normales sont apparues. La zone a été étirée, elle s'est amincie, un océan est en train de se créer. Une dorsale apparaît, et maintenant une croûte océanique se forme. De part et d'autre de cet océan, on remarque des structures particulières en forme de marche d'escalier, que l'on appelle une marge passive. Une marge passive est constituée de blocs basculés, que l'on voit ici en gris, séparés par des failles normales. Et par-dessus, on trouve trois types de sédiments. Des sédiments représentés ici en jaune, qu'on appelle pré-rift, qui ont été découpés par la faille normale. Ils étaient présents sur les blocs basculés avant que l'étirement ne se crée. Par-dessus, des sédiments synrift, représentés en orange. On les reconnaît parce qu'ils sont en forme d'éventail. Et ensuite, par-dessus, en violet, des sédiments post-rift qui recouvrent l'ensemble de la marge passive. Eh bien, dans les Alpes, on retrouve les blocs basculés que vous voyez ici formés de socles. Par-dessus, en jaune, des sédiments pré-rift qui datent du Trias. Par-dessus les sédiments pré-rift, des sédiments synrift en orange ici qui datent du Jurassique inférieur. Et par-dessus, on retrouve ici quelques sédiments post-rift qui recouvrent l'ensemble. Et bien, ces structures de marge passive retrouvées dans les Alpes témoignent de cette période où l'océan qui existait avant les Alpes s'est créé. Grâce à l'activité de la chambre magmatique, présente ici, l'océan s'est agrandi et on retrouve des traces de la présence de cet océan dans les chaînes de montagnes. Dans les Alpes, on peut retrouver des roches sédimentaires marines, comme par exemple des calcaires à ammonites, les ammonites sont des fossiles que vous voyez ici, des radiolarites, qui sont d'autres roches sédimentaires qui se forment en grande profondeur. Toutes ces roches sédimentaires marines sont des marqueurs de la présence d'un océan. Sous les roches sédimentaires qui se déposent au fond de l'océan, on trouve une croûte océanique, en dessous le manteau lithosphérique ici en vert clair, en dessous l'asténosphère. Ce qui sépare le manteau lithosphérique de l'asténosphère, c'est cette discontinuité qu'on appelle la LVZ. Donc la croûte océanique plus le manteau lithosphérique forment ensemble une plaque lithosphérique océanique. Quelles sont les roches que l'on retrouve dans la plaque lithosphérique océanique? Dans la croûte océanique, on trouve en surface des basaltes et en dessous des gabbros. Dans le manteau, la roche qui constitue le manteau, c'est la péridotite. Eh bien, on retrouve dans les Alpes, dans certaines régions, ces trois roches associées. Ici, ce qu'on appelle des pylos, ce sont des laves en coussin, constituées de basalte. En dessous, du gabbro, la roche de la croûte océanique aussi. Et en dessous, de la serpentinite. La serpentinite est une péridotite qui a été hydratée. Donc en fait ici on retrouve associées les trois roches qui constituent la lithosphère océanique. L'association de ces trois roches, retrouvées dans une chaîne de montagnes, constitue une ophiolite. Une ophiolite est un vestige d'une ancienne lithosphère océanique. L'océan va ensuite se refermer grâce à une zone de subduction. Ici on peut observer la lithosphère océanique qui s'enfonce dans la sténosphère. Les roches de la croûte océanique vont entrer dans la zone de subduction. Elles vont subir une augmentation de pression et de température. Les minéraux qui les constituent ne sont plus stables et vont se transformer à l'état solide. On appelle cela du métamorphisme. On peut représenter le trajet suivi par une roche de la croûte océanique dans la zone de subduction sur un diagramme pression-température. Un gabbro ou un basalte est constitué de deux types de minéraux, du plagioclase et du pyroxène. En se refroidissant, des transformations minéralogiques suite à la circulation hydrothermale se créent. On peut représenter sur le diagramme pression-température le trajet de cette roche par cette flèche bleue. De nouveaux minéraux apparaissent. On voit ici des plagioclases, de la chlorite, de l'actinote et des pyroxènes. Cette nouvelle roche s'appelle un schiste vert, c'est une roche métamorphique. Maintenant, ce schiste vert va entrer dans la zone de subduction. La pression et la température vont augmenter. On peut représenter le trajet du schiste vert dans la zone de subduction par cette flèche bleue.
Les minéraux des schistes verts ne sont plus stables. Apparaissent ici du glaucophane et on retrouve encore des plagioclases. La nouvelle roche est appelée un schiste bleu. Voici une photo d'un schiste bleu, donc on la trouve à cette profondeur. Puis, la roche poursuit son trajet, la pression et la température augmentent encore. De nouveaux minéraux apparaissent, du grenat et de la jadéite. La roche formée s'appelle maintenant une éclogite. Voici une image d'une éclogite, on la trouve donc encore plus en profondeur. Et bien schiste bleu et éclogite que l'on retrouve dans les chaînes de montagnes comme dans les Alpes sont des témoins de la fermeture de l'océan qui existait avant par subduction. L'océan se referme, les deux lithosphères continentales se rapprochent, elles vont maintenant entrer en collision, donc ça y est, la collision se produit. Les forces de compression créent un épaississement et un raccourcissement de la croûte continentale, une chaîne de montagnes se crée. Et on retrouve dans cette chaîne de montagnes des marqueurs, des indices de la collision. Donc les forces de compression se sont exercées sur ces lithosphères continentales, elles ont créé la chaîne de montagnes, elles ont permis un raccourcissement et un épaississement. On observe deux types de marqueurs qui témoignent de cette étape de collision, des marqueurs tectoniques que l'on ne peut pas voir à cette échelle-là, mais qui sont des plis, des failles inverses et des nappes de charriage. On trouve ensuite des marqueurs pétrographiques ou pétrologiques, par exemple les gneiss œillets, qui sont des roches qui ont une composition proche d'un granit et dont les feldspaths ont pris la forme d'œil sous les forces de compression. Les silicates d'alumine, qui sont des minéraux métamorphiques, il en existe trois, qui changent en fait de forme selon la pression et la température. Le distène, l'andalosite et la silimanite. Enfin, les migmatites sont des roches constituées d'un mélange de zones sombres qui ont la composition proche d'un gneiss et de zones claires qui ont la composition d'un granit. En fait, cette roche a subi des conditions de pression et de température telles qu'elle s'est rapprochée du solidus et des parties des zones de cette roche ont commencé à fondre partiellement. Le magma formé s'est ensuite refroidi et donne les zones claires qui ont la composition d'un granit.